Album rock. Album rock. If you like to gamble, I tell you I'm your man. You win some, lose some, it's all the same to me. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier podcast Album Rock. Donc je suis Nicolas et nous avons avec nous Alan, Salut tout le monde. Erwan, Salut. Étienne Salut. et Raphaël. Hello. Bon, donc il s'agit du premier épisode, un premier que l'on espère d'une longue série, mais en attendant, on va essayer de faire un sujet qui englobe un peu, qui va brasser plusieurs tendances sur les 5 dernières années, puisqu'on va essayer de reprendre l'ensemble de ce qui s'est fait de marquant en rock, en pop, en métal, au rock avec un grand R depuis le début des années 2010. Mais nous allons d'abord commencer par aborder quelques actualités marquantes. Donc tout d'abord, on ne peut pas passer à côté des 2 décès qui sont survenus de façon... c'est 2 décès choquants, hein, d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de Lemmy Kilmister et de David Bowie. Donc le 31 décembre, et c'était le 10 janvier, je Le crois. 10 janvier, c'était 2 jours après la sortie de Black Star, c'est ça. Voilà. Something happened on the day he died. Spirit rose a meter and stepped aside. Somebody else took his place and bravely cried. I'm a black star. I'm a black star. Donc, je crois qu'Alan t'avait bien résumé déjà ce qu'on ressentait vis-à-vis de la perte de l'immense artiste qui était David Bowie. À titre personnel, ce qui m'a un peu frappé, c'est déjà le caractère brut et soudain de sa disparition, parce qu'effectivement, il avait caché son cancer à tout le monde, donc ça a vraiment tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. Mais moi, ce qui m'a vraiment bouleversé, c'est du coup la réinterprétation que j'ai faite de Black Star, en sachant quelles étaient ses intentions primaires, d'annoncer ça comme l'annonce de sa mort à demi-mot, avec beaucoup de métaphores, que ce soit au travers des textes, de l'ambiance de l'album ou même de ses clips. Et c'est ça qui m'a vraiment beaucoup bouleversé, c'est que sans savoir, puis en sachant, ça offre vraiment 2 niveaux de lecture qui sont pas du tout les mêmes et qui offrent, je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment une réinterprétation du disque plus en profondeur. C'est vraiment ça qui m'a le plus bouleversé, parce que Black Star, c'est un album que j'attendais beaucoup, que j'ai acheté le jour de sa sortie, que j'ai beaucoup écouté avant la nouvelle, et je m'en étais fait ce que je pensais être une idée assez claire, sauf que pas du tout au final. Il y avait vraiment 2 niveaux de lecture, un avant et un après. D'accord. D'où notamment les 5 étoiles que tu lui as accordées, je pense qu'ils sont assez exceptionnels, mais il faut aussi effectivement pouvoir marquer un projet qui est résolument hors norme. Ouais. Au-delà de ses qualités musicales évidentes, on s'était mis d'accord pour donner cette note qu'à des albums qu'on considérait comme cultes, donc qui auraient fait leur preuve avec, au cours des années à suivre, sauf que selon moi, le dernier album de Bowie, paru 2 jours avant sa mort, qui était envisagé comme étant un album épitaphe, pour moi, ça avait déjà tout de l'album culte à cause du décès de Bowie, qui a été un coup de pub malheureux mais phénoménal pour l'album, qui selon moi est déjà devenu culte en même pas une semaine, quoi. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là, je suis un peu désolé. On a un peu l'impression que quelque part David Bowie il a réussi à orchestrer sa disparition, et sans vouloir faire quelque chose sans être dans une idée de commercialisation de son album. C'est-à-dire que c'était un très très grand monsieur dont je suis pas le premier fan, mais son album, il savait de toute façon qu'il ne restait pas non plus des mois et des mois à passer avec nous, et il a voulu faire ce disque dans cette idée-là, je pense, et on le ressent beaucoup en le réécoutant, et c'est là que ta chronique prend tout son sens quand on la relit, et c'est vrai qu'il y a vraiment 2 niveaux de lecture là-dessus. Ce que j'ai trouvé fort dans la disparition de Bowie, c'est que, et contrairement à celle de Lemmy, c'est que autant dans le monde du rock, la disparition de Lemmy, elle a été vraiment perçue comme une grande perte, parce que c'était un très grand personnage,
autant la mort de David Bowie, elle a vraiment dépassé le monde du rock. Tout le monde a c'est perdu clair. David Bowie. C'est pas juste les amateurs de rock ni ses fans. C'est vraiment la planète entière. Tout le monde connaît ses chansons, même sans vraiment le suivre. Tout le monde connaît son style. On peut tous voir qui c'est. Et ça a été assez grand et c'était assez rafraîchissant d'un autre côté de pouvoir revoir plein d'images à cette occasion à la télé et à la radio, d'entendre plein de chansons. Et c'était assez cool. Puis il y a aussi le fait que qu'il est mort finalement juste 2 jours après la sortie de l'album, donc on sent bien rétrospectivement qu'il a dû lutter, tenir pour Ouais, pour c'est ça pouvoir qui est participer émouvant, ouais. à cette sortie et s'accrocher à fond. Et une fois que le travail était fait, il a pu s'en aller, on va dire, l'esprit libre. Et c'est beau ça aussi, effectivement. Ça m'a rappelé un petit peu, enfin, pas personnellement parce que j'avais 6 mois, mais la mort de Freddie Mercury, qui avait caché aussi la dégradation de sa santé à l'époque de l'enregistrement d'Innuendo. Et Innuendo était sorti 6 mois avant la mort de Mercury. Et The Show Must Go On était le dernier single extrait d'Innuendo, quelques semaines avant la mort de Mercury. Titre qui a pris vraiment un sens complètement, au-delà même de la simple très bonne chanson qu'elle est. Ça a pris vraiment une autre dimension quand Mercury est décédé. C'est un peu la même chose avec ce Black Star de Ouais, Bowie. carrément, surtout quand on a su après dans quel état était Mercury quand il avait enregistré Show Must Go On en studio. Et tu peux pas écouter cette chanson de la même façon quand tu connais l'histoire et quand elle est sortie à l'époque, même si j'étais sans doute pas né quand elle est sortie. Victory or die! Oui, puis l'autre personne qui va nous manquer pour 2016 et les années à venir, donc Lemmy Kilmister, donc effectivement qui parlera peut-être moins à une frange de notre lectorat, mais quand même un grand monsieur, un très grand monsieur du rock, du hard rock, du métal. Je sais pas si quelqu'un veut réagir particulièrement sur la perte de cette force de la nature qu'on croyait vraiment indéboulonnable et immortelle, quoi. Un trompe la mort, hein, c'est sûr. Bah, c'est ce que j'allais un peu dire, c'est que je pense que tout a été dit déjà auparavant, si ce n'est que effectivement là aussi c'était une mort complètement soudaine parce que je crois qu'il est décédé 2 ou 3 jours après son diagnostic. c'est Ouais, ça il y a Ouais. ça a été très brutal, hein, Très contrairement brutal. à Bowie qui le savait un peu Et c'est surtout que effectivement trompe la mort et on pensait tous qu'il était au même titre que Keith Richards, qu'il était increvable quoi. Ouais. Qu'il- avant. Lui, Ozzy, Kiss, c'est des... C'était un peu la Sainte Trinité, Ouais. tous anglais d'ailleurs. Ouais. Le comment. Et il y a eu beaucoup de choses dans le monde du rock, beaucoup de réactions. Et c'est vrai que autant dans un premier temps, on a tous forcément été touchés. C'est Ozzy qui le premier annonce le décès de Lemmy. On a eu des réactions de tout le monde parce que tout le monde aimait Lemmy dans le monde du rock. Personne n'avait de problème avec Lemmy de Motorhead. C'était ouf, il y a qu'à voir le nombre de groupes de hard et de metal qui en concert ont un t-shirt Motorhead, c'est hallucinant. Quand tu as un groupe de hard, tu dois avoir un t-shirt Motorhead pour le porter sur scène. Et j'ai eu un bémol à propos de ça, c'est le fait que j'ai trouvé extrêmement étrange le fait que les obsèques de Lemmy étaient diffusées en direct sur le web. J'ai eu un gros problème personnel avec ça. Je sais pas ce qu'on peut en penser. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont regardé. Je crois que 300 000 personnes ont dû les suivre. Je juge pas les gens qui l'ont fait. Mais Ouais. je trouve ça bizarre comme initiative en fait. C'est... Bon, ils ont D'accord. transmis que la partie où il y avait la famille, les amis qui parlaient. Ouais, avec tous les C'était pas hommages. religieux, publics. parce que Ouais. Lemmy n'était pas croyant, Non, donc pas. bon. Après, du coup, bon, il y avait Slash, Dave Grohl, Matt Sorum, voilà, il y Mickey avait du beau D, bon, il y avait tous ses copains qui sont venus. Bon, moi j'ai regardé. C'était un peu une grande fête en fait. Je pense que c'est comme ça que Lemmy aurait peut-être Peut-être voulu pour ça, voir ouais. tout ça. Après, bon, il y a eu l'autre partie beaucoup plus personnelle qui n'a pas été retransmise à la télé. hein. Mais en fait, j'ai pas tellement de problème avec les gens qui ont regardé, j'avais plus un problème avec le fait de vouloir les diffuser. Après, c'est sûr que d'un côté, on me dit, voilà, tu peux regarder les hommages de Lemmy rendus par tout le monde du hard. Bah, comment tu veux ne pas regarder Quelque part, quand t'as une personnalité aussi publique qui meurt, t'as forcément des gens qui vont aux obsèques, ne serait-ce même que là, tu vois, en France, je pense il y a un certain nombre de personnes du monde de la culture au sens large qui sont décédées là en 2016. À chaque fois, t'as les obsèques, la plupart du temps, les obsèques sont publiques et du coup, tu peux y aller. Donc, comme là,
le hard rock touche du monde sur la planète entière, au lieu de se déplacer, tu vas juste écouter les hommages et c'est une façon de se recueillir, quoi, tous ensemble. Non, mais je voulais juste. Enfin, j'avais trouvé ça bizarre comme démarche, mais après, j'ai aucun problème avec ceux qui ont voulu regarder ça. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que Motorhead, comme David Bowie, part sur un très bon album. Bad Magic était vraiment un bon disque. Aftershock avant était un super disque aussi. Et c'est plutôt cool de voir qu'ils ont été bons jusqu'au bout. J'ai aussi un petit regret de ne pas pouvoir les voir en concert. Parce que en plus j'avais pris une place pour leur concert qui était le 15 novembre. Ah ouais. Qui a été reporté en février et qui n'aura jamais lieu. Ouais. Et c'était nul. Ouais. C'est sûr que 2016 commence pas très bien de ce point de vue-là, que ce soit dans le monde du rock ou d'ailleurs, mais donc on va justement essayer de pouvoir envisager l'année sous d'autres auspices, probablement plus joyeux, en abordant d'autres actualités. Notamment, ça ne vous aura pas échappé si vous êtes un fidèle de notre rubrique Actu, puisque nous l'avons relaté en long, en large et au travers de plusieurs billets, c'est la reformation des Guns. Oui. Vous pouvez pas le voir, mais Erwan a son t-shirt. Erwan a son t-shirt Slash. Et oui. Et donc Erwan est aux anges, même si, est-ce qu'on verra les Guns en France ou pas? Non. J'ai pas d'infos, hein. J'ai pas eu Axl Rose au téléphone récemment. Mais non, je ne pense pas, bien que j'aimerais beaucoup. Au vu des prétentions salariales que les Guns ont aux États-Unis, donc on le rappelle, un cachet de 14 millions de dollars pour être tête d'affiche à Coachella, et combien 5 ou 4, je sais pas. 5 millions. 4 ou 5 millions par concert, on va dire concert supplémentaire dans le cadre d'une tournée des stades, une tournée des salles pour l'instant. Ouais. Ils envisageraient des stades plus tard, aux États-Unis donc. Et comme on le disait juste avant de commencer à enregistrer, les Guns c'est typiquement américain. Les Américains adorent les Guns au même titre que nous, mais là-bas c'est vraiment un autre niveau. Donc j'ai l'impression que là-bas ça choque pas outre mesure d'avoir des billets à 250-300 $. Alors que ici, c'est quelque chose qui reste envisageable que pour quelques artistes de vraiment très grand renom. Ah oui. On pourrait citer les Stones, et sinon on va dire les dinosaures français tels que je pense Johnny ou juste Johnny, moi je l'ai vu avec les vieilles canailles. Les vieilles canailles, moi j'avais trouvé ça cher parce que c'était, je me souviens plus exactement, mais c'était peut-être quelque chose comme 80 € la place. C'est cher par rapport au marché du billet en France. Ça reste du coup acceptable quand il s'agit de voir trois légendes de la musique française. Alors que là, donc du coup, on se disait qu'en Europe, voire déjà, on n'en est toujours pas fixé quant au line-up définitif. On sait juste qu'il y aura donc Axl / et Duff. Le reste, c'est flou. On a des on dit, on a des on dit pas, on sait pas où on en est. Surtout qu'il y a eu des consignes données pour rester très très secret là-dessus. Je sais plus qui avait annoncé. C'est Chris Pittman qui l'avait annoncé et qui a dû revenir sur ce qu'il avait dit. Qui a dû réfuter sur Twitter en disant non, c'est pas vrai, non, je ne suis pas membre. Il a fait une petite vanne sur le fait qu'il parlait juste d'un truc avec son fils. Voilà, c'est cela même. Et donc du coup, en Europe, voir ce qui pour l'instant s'annonce comme étant des semis entre guillemets Guns N' Roses. Si c'est pour le même prix qu'aux États-Unis, je pense que ça prendra pas. Et qu'effectivement, ça risque d'être compliqué de les voir, à part vraiment sur des festivals peut-être de très grande. Sauf Rock en scène éventuellement. Alors en France, je vois Rock en scène et encore. Je pense pas qu'ils auront les moyens de se J'aurais pu penser au Hellfest. Le Hellfest, c'est de la thune. Et sinon en Europe, je dirais peut-être Rock am Ring et Donington. Donington. Ça avait été évoqué, Rock am Ring, au tout début des rumeurs. Après, demi-line-up des Guns, c'est le demi-line-up d'origine en fait. C'est ça qui me gêne le plus, moi. C'est que dans cette idée de line-up originel, on a gardé à l'esprit Duff et Slash comme retour parce que c'est le conflit avec Slash et c'est le fait que Duff c'est un grand monsieur. Ouais. Et on oublie beaucoup Izzy Stradlin, ça me rend très triste. Qui est l'un des membres fondateurs des Guns. Avec Axl Rose, qui est le membre fondateur des Guns. Qui est, à mes yeux, le meilleur compositeur du line-up originel, personnellement. Pour moi, les titres co-signés avec Izzy, pour moi, ça reste les plus puissants. J'adore les titres signés par Izzy. Il y a Patience et How to Get Me qui sont vraiment géniaux. Slash faisait son boulot. Vous avez le droit de dire que vous aimez Patience. Je savais même pas que Stradlin avait signé des trucs, alors je dis rien. Non, mais Izzy en fait est souvent sous-coté, déjà parce qu'il a pas eu de carrière solo. Enfin, il en a eu une. Il a eu l'Audit, quoi. Voilà, elle vaut pas des masses, alors que Duff en a eu une très bien.
Et Ah non, Slash. autant pour moi, je croyais que t'étais sur Duff. Ouais, non, Easy, il a eu une carrière solo, Ah mais ouais. très confidentielle. Ah oui, il a sorti des disques où il fait un peu du blues acoustique, il s'amuse quoi. Sorti en catimini, Ouais, voilà. toujours. Ouais. Donc du coup il est un peu sous-coté, et c'est pareil pour Steven Adler, mine de rien, qui est pas un très grand batteur, ça faut le dire. Mais j'adore la batterie de Appetite for Destruction, et réunir un line-up original sans lui, c'est pareil, je trouve ça un peu dommage. La seule bonne nouvelle, c'est pour ceux qui sont fans de Richard Fortus, parce que il va sans doute rester avec les Guns N' Roses, et c'est un très très bon guitariste, et en plus c'est, je crois, la seule personne qui apprécie travailler avec Axl Rose réellement. Donc c'est déjà une bonne chose. Et puis sinon non, on a beaucoup de mystères autour de ça. On parle aussi de nouveaux titres qui auraient été enregistrés. On parlait déjà l'été dernier Avec Stradlin, d'ailleurs. avec Stradlin, et on parlait déjà l'été dernier aussi de titres enregistrés avec de l'ancien matériel de Slash. Et il y aurait un lien avec le fait que Slash revienne parce qu'il n'aurait pas donné son autorisation pour qu'on les utilise sans lui, tout ça. On est sur des suppositions de toute façon. Et ce qui est sûr, c'est que les Guns ont en rab beaucoup de matériel qui est jamais sorti. Ça, c'est presque sûr. Il y a peu de gens qui ont pu les écouter, mais Rien que sur Chinese Democracy, à la base, il était annoncé comme étant le premier volume d'une trilogie. ouais, Donc, c'est vrai. on n'a eu que le premier volume et je pense qu'on n'aura pas le reste. Et heureusement. Mais au vu des moyens qui ont été investis dans la production de l'album, de la durée de l'enregistrement et de toutes les annonces qui avaient été faites, on se doute qu'effectivement il y a beaucoup de matériel qui n'a pas encore vu la lumière du jour, mais il est là, c'est sûr. Après, est-ce qu'on l'entendra un jour en l'état, retravaillé? Est-ce qu'il y aura des nouveaux titres en live? C'est beaucoup de questions, beaucoup de spéculations. Mais on n'en sait pas plus pour le moment, donc il y a qu'à attendre là dans l'immédiat. Moi j'ai plus peur d'un nouvel album que d'une tournée avec les membres d'origine. Autant je suis sûr que ça fonctionnera parce que ceux qui ont vu les Guns pas très récemment, parce que c'est vrai qu'en 2013-2014 Axl Rose a eu des petits coups de moins bien. En 2012, quand ils ont enregistré leur dernier DVD live, il y avait beaucoup de très bons concerts, et Slash est encore un très bon musicien, et Duff est encore un très bon musicien, donc j'ai pas de doute sur le fait que ça fonctionne en tournée. Mais un nouveau disque, je veux l'entendre, mais Tu redoutes. Voilà, j'ai trop peur de ce qu'il pourrait y avoir dedans. Il y a une seule chanson à sauver sur Chinese Democracy, et Slash travaille plus du tout de la même façon qu'il travaillait dans les Guns. Je sais pas si c'est utile de ressortir un disque, mais bon, l'argent attirant l'argent et Axl Rose attirant l'argent. Black Sabbath l'a fait, Voilà. et c'était ça a très bien marché. c'était un très bon disque. Très bien. C'est un disque très honorable, et c'est vrai que ça peut tout à fait fonctionner. Pink Floyd, leur chute de studio, leur album un peu perdu, il était aussi de très bonne qualité. C'était surprenant d'ailleurs, vu les 2 daubes qu'ils ont fait juste avant. mais oui, pourquoi pas, après tout, effectivement, ça peut fonctionner. Après, il y a aussi le risque qu'ils tuent leur légende. Enfin bon, quoique après, derrière, ils ont aussi fait quelques disques moins bien, donc... Je pense qu'Axl Rose s'est déjà pas mal chargé de tuer la légende auprès de ceux chez qui c'était possible, au sens où les fans noyaux durs des Guns, ils ont jamais cessé d'aimer les Guns, ils ont aimé Chinese Democracy pour la plupart, il faudra qu'ils m'expliquent. Mais du coup, je sais pas si la légende des Guns peut descendre déjà plus bas, on a déjà tout, il y a des tas et des tas de best-of, des fails des Guns N' Roses sur scène déjà. on a tout entendu de raté chez les Guns déjà. Et ce qui m'inquiète, c'est que reprendre de l'ancien matériel, ça me rassure pas des masses, même si c'est du matériel avant Chinese Democracy, parce que déjà sur Use Your Illusion, il y avait des choses moins bien. Ceux qui ont poncé Use Your Illusion 2, ils connaissent My World, où Axl Rose essaye de rapper, et ça me fait pleurer quand je l'écoute. Chanson qui a été enregistrée dans le plus grand secret, les membres ont découvert son existence quand l'album est sorti. Quand l'album est sorti, voilà, Axl Rose. voilà. Donc voilà, ça me rassure pas plus que ça. Il y avait des bons trucs sur Use Your Illusion, et il y en avait des très très moins bien. Cette phrase n'a pas de sens grammaticalement, mais mais voilà, enfin bref, on en a déjà beaucoup parlé. Voilà. Bon, en tout cas, donc les Guns reviennent, ça peut être une bonne ou une mauvaise chose. Je pense quand même que ça va encore faire pas mal parler dans le Landerneau du Rock dans les prochaines semaines, et donc vous suivrez ça dans notre rubrique Actu. Album rock. Ok, donc maintenant on va aborder les albums que vous attendez, ou en tout cas qui ont été annoncés pour le premier trimestre et qui devraient, on espère en tout cas, faire parler sur l'année 2016. Donc Alan, est-ce qu'il y a des albums que tu attends particulièrement là ? Alors à titre personnel, il y en a 2.
Un qui sort très prochainement puisqu'il est pour le 22 je crois, c'est le nouveau Savages. If only I didn't ask for more. Is he human to do life? I do life. Du bon post-punk british qui fait... Enfin, il n'y a pas grand chose à ajouter en fait. Le premier album de mémoire, il avait déjà été plébiscité pour les awards, je crois. Oui, il a bien marché. Ouais. Déjà, ouais. On Et en donc je reparlera. pense que ce second album là, il n'y a pas de raison qu'il soit moins bon ou différent. Donc je pense qu'on peut en attendre que du bon. Donc de toute manière, il arrive la semaine prochaine, donc on verra ça la semaine prochaine. Ouais. Et il y a aussi le nouveau Walt Mother. Won't you take me to the gypsy caravan? To the gypsy caravan. Après, comment il s'appelait, Cosmic Egg, ils étaient partis en solo sous le nom d'Andrew Stockdale pour revenir. C'était un peu cafouillage. Ils ont refait New Crown en indé qui était vraiment un bon retour aux sources. Donc je pense que là, en plus ils ont gardé donc la formule guitare, clavier, basse et batteur, donc un trio. Et je pense que si c'est du même acabit que New Crown, il n'y a pas de raison que ce soit mauvais. Donc je pense qu'on a là un bon album de stoner psyché qui va bien faire plaisir. Ouais. Carrément. Formule simple et efficace. Du coup, Erwan, tu attends... Oui, moi je voulais parler de Megadeth, forcément, parce que personne ne veut en parler et qu'il faut en parler. Non, je suis pas non plus dans une très très grosse attente, c'est juste que Megadeth a eu l'excellente idée de recruter un très très bon guitariste, donc forcément ça m'a donné envie de me pencher dessus. Kiko Loureiro, qui est pas hyper reconnu, qui vient d'Angra au Brésil, qui est un super groupe de métal. Et du coup, je suis hyper curieux de voir ce que Kiko va pouvoir apporter à cette formation où tout est un peu figé et il va devoir s'adapter, mais il a envie de faire un peu bouger les choses, et surtout Mustaine a adoré travailler avec lui dans tout ce qu'on peut lire et entendre. Il est dithyrambique sur lui. Et j'ai beaucoup d'impatience. Le premier single m'a donné très envie d'en entendre plus. Et donc voilà, l'impatience monte petit à petit et je sens qu'on va avoir une grosse tuerie avec ce Dystopia. Et juste aussi pour l'évoquer, un autre album que j'attends, c'est le nouvel album de Monster Truck. Je sais même pas s'il y a déjà un extrait qui est sorti parce que j'écoute pas les extraits très souvent avant d'écouter les albums. Mais voilà, j'ai bien aimé le groupe en live, j'ai eu l'occasion de le voir une fois, j'ai aimé leur album et j'ai envie d'entendre la suite. C'est du bon stoner, pas non plus extrêmement méchant, c'est gentil, mais c'est plutôt cool à écouter. Voilà. D'accord. Étienne, de ton côté ? Alors moi, il y en a deux qui sortent tous les deux le même jour, le 26 février. Alors c'est un groupe français, Mars Red Sky. Donc un groupe bordelais, qui est déjà un petit peu connu dans la sphère rock, stoner, et donc qui va sortir son 3e album. Donc j'en attends beaucoup parce que le premier extrait qui est sorti récemment était très bon. Il dépotait méchamment. Et c'est vrai qu'ils vont être en tournée en fait pour le Up in Smoke Festival en Europe au printemps, avec 2 autres groupes, Belzebong et Stone Jesus, et je pense que ça peut être une très belle affiche, donc j'ai hâte de voir l'album, plus la confirmation sur scène. À mon avis, ça peut être un futur grand groupe français, bon, même si la scène rock stoner est un petit peu plus, on va dire, intime, voilà, c'est moins un grand public, malgré tout c'est un bon groupe et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Et puis ensuite, en international, il y a Mondo Drag, qui va sortir son nouvel album à peine 1 an après un EP qu'ils ont sorti au mois de mai 2015. Donc à voir ce que ça va donner, s'ils vont confirmer la bonne surprise que ça a été pour 2015. D'accord. Raphaël ? Moi, je vais partir sur du français et sur des choses peut-être un peu plus grand public. Parce qu'il y a La Femme qui va sortir son album, je crois, en mars. Après un premier album qui avait eu un gros succès, y compris grand public. Donc ça va être intéressant de voir comment est-ce qu'il transforme l'essai. Il y a Exxon Valdez, à titre personnel, j'attends pas mal de cet album.
Donc je vais vous parler de l'album de Grand Blanc, qui est Encore qui est, qui est un groupe, oui encore j'en parle souvent. Tu te dégonfles ou tu t'éclates. Parfois je me demande si c'est pas des cracks. La force et le nom. C'est un groupe que je suis depuis à peu près 1 an et demi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, leur premier album, vu que l'EP j'avais beaucoup aimé, les concerts j'aime bien aussi. Mais comme l'album est différent de l'EP, on va bien voir. Mais a priori ça devrait être pas mal. D'accord. Et donc, quant à moi, je vais m'autoriser à parler de 3 albums, avec d'abord le White Album de Weezer, qui a été annoncé donc cette semaine. If I was king of the world, you'd be my girl. You wouldn't have to shed one single tear unless you wanted to. 'Cause yeah, I know what it's like. If I was king. Donc ça, c'est mon côté fanboy qui parle, hein, même si le dernier... Everything Will Be Alright in the End était quand même beaucoup mieux que les 3 précédents, mais en tout cas, bon, les premiers extraits qui ont été révélés sont pas forcément très probants, avec Rivers Cuomo qui voulait faire un disque beaucoup plus axé, disque de plage, Beach Boys. On va voir, c'est peut-être pas forcément dans cette veine que Weezer excelle, mais bon. Et puis sinon, il y a 2 autres albums que je voulais aborder. Donc le premier, bien sûr, c'est Black Mountain, un disque dont j'attends vraiment beaucoup, après un 2e album qui pour moi est cultissime, hein, et puis un 3e, Wilderness Heart, qui était pas aussi réussi. Donc je pense que c'est l'un des meilleurs groupes de rock actuels, donc à suivre vraiment de très très près. Et puis le 2e, un groupe que j'ai découvert l'année dernière, hein, grâce à Maxime d'ailleurs, que je remercie. Donc les Hollandais de Birth of Joy, donc, qui vont revenir là aussi avec un 4e album, il me semble, et donc leur dernier était vraiment bien, donc un mélange Deep Purple, The Doors, qui fonctionne vraiment à fond. Et donc, mais c'est vrai que sur album il manquait encore un single qui soit vraiment marquant, ou en tout cas 2 ou 3 titres fédérateurs, donc j'espère qu'ils seront au rendez-vous cette fois-ci. Album rock.